Grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, présidente du groupe UMP au Conseil de Paris. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury dont vous êtes l'invité, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez interrogé par Alexis Brézet du Figaro et Éric Revel pour LCI. La situation politique est inédite en cette rentrée. Un président défié comme jamais par l'opinion publique, attaqué par une partie de sa propre majorité, humilié même par son ex-compagne. Et je voudrais pour commencer vous soumettre cette réplique d'une rare virulence de la part d'un homme qui est généralement modéré, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui a dit aujourd'hui « Il s'agit d'une tentative d'assassinat médiatique contre le chef de l'État » et il ajoute qu'il peut y avoir une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Il n'est pas fréquent d'entendre un ministre de la Défense évoquer une tentative de déstabilisation de la République. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Écoutez, ma première inquiétude, elle va à la situation de la France et la situation des Français. Bien être sensible à la situation du président de la République. Mais enfin, le problème de cette rentrée aujourd'hui, c'est la situation de la France. La situation elle est extrêmement grave. En politique, on use les mots. J'aime pas trop faire ça, mais je crois, moi, que la France est en péril. Qu'on prend le risque de devenir, la France disparaîtra pas, mais on prend le risque de devenir un petit pays, de subir le déclassement collectif, le déclassement individuel. Les politiques qui ont été mises en place ont échoué. Les indicateurs sont au rouge. Rien ne va. Et de tout cela, François Hollande est responsable. Il est responsable en ce moment de gâcher les chances de la France. Il abîme l'image de la France. Mais vous avez vous-même évoqué une crise de régime. Vous parlez de la situation de la France. Moi, je vous parle de la situation politique, parce que tout cela est lié. En quoi est-ce une crise de régime et comment on en sort ? Alors, je viens à la crise de régime. C'est lié. C'est lié parce que c'est le président de la République dont on attend secours, protection, vision, politique active, qui nous a mis dans cette situation-là. Aujourd'hui, je vous dis, il gâche les chances de la France, il abîme son image et il mine sa crédibilité à l'international. Il nous avait promis la pente du redressement, on est sur la pente de l'effondrement. J'ai parlé d'une crise de régime parce que pourtant les institutions, quand on parle de crise de régime, on parle de crise des institutions, elles tiennent plutôt bien, c'est même la seule chose qui marche, non ? Oui, Alexis Brézet, quand j'ai lancé le terme de crise de régime, il a trouvé suffisamment d'écho pour être le lendemain en une de journaux aussi différents que Le Figaro et Libération. Il va donc y avoir quelque chose de vrai derrière cette expression. Et pourquoi j'ai parlé de crise de régime et pourquoi vous l'avez repris au Figaro ? Parce que dans le mot régime, il y a bien sûr les institutions, mais il y a aussi l'esprit des institutions. Et aujourd'hui, l'esprit des institutions, il est malmené. Dans nos institutions, il y a les moyens, les outils pour que le président de la République, le Premier ministre, aille vérifier qu'ils ont bien le soutien populaire. Il y a, par exemple, le référendum. Le général de Gaulle l'avait utilisé, il avait même démissionné à la suite d'un référendum qu'il avait... Attendez, 2 minutes s'il vous plaît. Je finis sur la crise de régime. Il y a la possibilité de vérifier donc qu'on a du soutien. Or, aujourd'hui, on a un président de la République qui est à 13% de popularité parmi les Français, c'est absolument inédit. Aucun sondage ne peut mettre fin au quinquennat, a dit François Hollande. Oui, et il a donc un Premier ministre qu'il a nommé, auquel il a confié le soin de choisir la ligne du gouvernement, et ce Premier ministre met en œuvre une ligne gouvernementale sur laquelle il avait, à la primaire socialiste, fait 5%. Donc on a un gouvernement et un président de la République qui sont non seulement fortement minoritaires dans l'opinion, mais possiblement minoritaires dans leur camp. Vous parlez de crise de régime, je n'imagine pas que vous la souhaitiez, mais vu la situation du pays, sociale, économique, en termes de chômage, est-ce que c'est bien le moment d'entendre l'opposition presque en appeler de ses voeux pour que cette crise devienne une crise de régime ? Parce que la situation, vous l'avez dit, est extrêmement fragile. Est-ce que c'est bien responsable que de dire des mots comme cela, au risque de voir le pays déjà fragile économiquement, fragile socialement, être déstabilisé totalement? Mais Éric Revel, ne renversez pas les choses. Ce n'est pas de la faute de l'opposition si la fonction présidentielle, par exemple, est dans cet état-là.
moi, je souhaite le meilleur pour la France. Je souhaite que ce gouvernement réussisse sur le plan économique. Simplement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour une raison profonde qui va bien au-delà des rebondissements des dernières semaines, qui est le mensonge. Moi, le principal reproche que je fais à François Hollande, au-delà de tout, au-delà du problème d'autorité, au-delà de sa difficulté à tenir une ligne, au-delà de son incurie sur certains sujets, on peut le dire, c'est le mensonge. Comment on en sort ? Vous dites qu'il y a une impasse politique parce que Manuel Valls n'a pas la majorité pour appliquer la politique qu'il souhaite mettre en œuvre. Comment on en sort ? Dissolution, certains évoquent la démission du chef de l'État, d'autres disent changement radical de politique. D'abord, je pense que le mensonge, on en sort tout simplement par la vérité et en reconnaissant ses torts. Il n'y a pas d'exercice plus cruel pour François Hollande, mais ça, à la limite, c'est son problème, mais pour les Français, que de reprendre la fameuse anaphore, vous savez, de la campagne présidentielle, moi, président, je, avec des phrases au futur, et de la transposer au présent. Lui, président, il. Il n'y a pas d'exercice plus cruel. Il a fait campagne sur des propositions qui étaient des slogans. Et aujourd'hui, il n'a même pas la courtoisie. J'emploie à dessein le mot courtoisie parce que c'est presque c'est presque minimum de ce qu'on attendrait aujourd'hui. Il n'a même pas la courtoisie de dire aux Français, en fait, j'ai changé d'avis. Et ça nous met dans cette situation absurde d'un gouvernement qui propose une ligne qui n'est absolument pas celle sur laquelle il a été élu, enfin le président de la République a été élu, qui est minoritaire probablement politiquement dans sa propre famille politique. Et c'est pour ça que je parle de crise de régime, et c'est pour ça que vous avez pris le terme. Donc ça c'est un constat, vous dites qu'il y a une crise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire selon vous pour sortir de cette crise ? Aujourd'hui, François Fillon dit il faut qu'il ait une réaction majeure, soit un changement complet de politique, soit dissolution, soit démission. C'est la première fois que ce mot vient dans la bouche d'un responsable aussi important. Dissolution d'une part, démission d'autre part. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a comme ça, de temps en temps, des mots qui s'imposent dans le champ politique. Le mot démission, le mot dissolution, depuis quelques semaines, sont très présents. Ce ne sont pas des mots, ce sont des instruments. C'est un fait et on en discute beaucoup. Moi, personnellement, vous dites quoi là-dessus ? je ne réclame ni la démission ni la dissolution. Pourquoi ? Mais par respect pour les institutions, parce que je trouve que ce sont des outils qui sont dans la main du président de la République et que c'est à lui d'en décider. Mais vous pouvez avoir un avis dessus, vous pouvez dire, après tout, il faut dissoudre. Mais il faut bien... Je le souhaite. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que les 2 ans et demi qui s'annoncent, ils vont être bien longs. Et ils vont être bien longs pour les Français. Et donc vous dites quoi ? Vous dites on attend 2 ans et demi ? Moi, je ne mets pas dans la situation d'appeler à la démission ou d'appeler à la dissolution. C'est le choix du président de la République. Ce que je voudrais, c'est qu'à minima, dans cette deuxième partie de quinquennat, on tranche avec cette situation de mensonge à répétition qu'on a connue dans la première. Je vous donne un exemple très concret. Bon, il y a eu la réunion du MEDEF, là, de rentrée. Manuel Valls y est allé. Il a été acclamé sur un discours qui était très pro-entreprise, avec des phrases fortes. Que vous saluez. Comme j'aime les entreprises. Moi, je comprends très bien l'acclamation. Les entreprises ont eu du mal ces dernières années à trouver un ministre de ces gouvernements qui ne les insultait pas. Il y avait Arnaud Montebourg, ils étaient convoqués les uns les autres. Bon, là, il y a enfin un Premier ministre qui leur dit vous êtes importants, nous reconnaissons que c'est vous qui créez les emplois, nous avons besoin de vous pour sortir du chômage. Et donc, il a été applaudi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il serait encore applaudi dans 1 an par les chefs d'entreprise ? Il y a 1 an, à la même période, les ministres du gouvernement rivalisaient de formules pour reconnaître qu'il y avait eu une erreur dans les impôts, qu'on avait beaucoup trop augmenté les impôts. Vous laissez entendre que Manuel Valls n'est pas en mesure de réaliser les promesses, ou en tout cas les intentions qu'il a évoquées devant les patrons. Il y a 1 an, Jean-Marc Ayrault promettait la pause fiscale. Dans le budget 2014, il y a 3 milliards d'impôts en plus. Bon, c'est pas une pause fiscale. Donc je dis simplement qu'il y a un problème de crédibilité. Ne veut pas faire ce qu'il a dit ou ne peut pas faire ce qu'il a dit ? Mais c'est un peu la même chose. Moi, je ne me prononce pas sur poser quasiment une question morale qui le concerne, sur la question de son intention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat pour les Français. Et aujourd'hui, je suis contrainte de constater qu'on est face à des gouvernements Pénélope, en quelque sorte, qui défont ce que les précédents ont fait. Donc, François Hollande arrive, défait ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Donc, on arrête la défiscalisation des heures supplémentaires, dont je prétends qu'elle était une bonne mesure. Et récemment, il y a un ministre qui a dit qu'en fait, il regrettait, un ministre de Hollande, il regrettait d'avoir supprimé la défiscalisation des heures sup, mais ils l'ont fait. Il défait
fait la TVA sociale, et puis après, on a Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, et on a finalement Manuel Valls. Et Manuel Valls défait ce que Jean-Marc Ayrault a fait. Voilà, ce sont des gouvernements Pénélope. Je crois que les Français n'attendent pas ça. Suffisamment sur comment sortir de la situation que vous décrivez. Dissolution, vous dites non. On comprend un peu le parti que vous représentez, parce que en réalité, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une énorme confiance des Français, ni en l'UMP, ni en aucun parti politique. Donc ma question est très simple. Une autre enquête d'opinion ce matin dans le JDD montre que à 23%, c'est le même chiffre d'ailleurs que pour la dissolution, les Français et les Françaises interrogées ne seraient pas contre voir des ministres de droite, du centre, rentrer dans un espèce de gouvernement d'union nationale pour faire face à la crise énorme que vous montriez du doigt au début. Est-ce que ça vous semble une piste intéressante ? Mais non. Pour les raisons que je viens de citer, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de majorité pour la mettre en œuvre. Le seul exemple que j'ai cité là, il y a un an, on nous promettait d'arrêter les hausses d'impôts et quelques mois après, on en votait 3 milliards de plus. Quand je dis on, c'est eux. Dis bien qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas être dans la confiance. Pour faire le chemin que vous dites là, il faudrait pouvoir... C'est un sondage, c'est une enquête d'opinion. Oui, non, mais pour faire ce chemin dont je conçois qu'on puisse l'imaginer, c'est une tentation, évidemment, en période de telle crise, cette espèce d'union nationale. Mais pour ça, il faudrait avoir de la confiance, il faudrait avoir un projet commun. Prenons des exemples concrets. Moi... j'ai entendu, donc, je parlais du discours de Manuel Valls au MEDEF, un certain nombre de propositions. Je pourrais les voter si elles venaient à l'Assemblée. Mais j'y crois pas. Je crois pas qu'elles viendront. Pas avec cette majorité-là, pas avec ce président de la République-là. Je vous donne des exemples concrets. Revenir sur, modifier, assouplir les seuils pour les entreprises, les seuils sociaux. Ça, si ça vient devant l'Assemblée, vous le votez ? Ah oui, oui, moi je pense que c'est une bonne mesure. Michel Sapin nous parlait de graver dans le marbre la non-rétroactivité en matière fiscale pour les entreprises et les particuliers. Je vous donne aussi un troisième exemple. Ça, vous le votez aussi, hein ? Oui, bien sûr. Je vous donne un troisième exemple qui est particulièrement gouléant. Le travail le dimanche. Ça fait 1 an et demi dans la campagne de Paris, et bien avant que nous réclamons l'ouverture du travail le dimanche. Pourquoi ? Il y a seulement quelques zones à Paris où c'est autorisé. Ça fait des touristes qui en fait le week-end, parce que le tourisme shopping, ça existe aussi. Le shopping fait partie de l'activité touristique. Partent à l'étranger. Ça aussi, vous le voteriez. À Paris, mais je le voterai, mais non seulement je le voterai au niveau national, mais à Paris, c'est possible sans attendre. C'est possible parce que Paris peut être considéré comme zone touristique. Mais c'est pas fait. Donc il y a d'un côté un discours, et on peut tous trouver que le discours de Manuel Valls est mieux que le discours de Jean-Marc Ayrault. En tout cas, cette porte de sortie qu'évoquait Éric Revel n'est pas envisageable selon vous. Je trouve que le discours de Manuel Valls est mieux que le discours de Jean-Marc Ayrault. Mais quand on me dit il y a beaucoup plus d'autorité, ça va aller mieux, eh ben, je vois qu'il y a certes 3 ministres qui ont été virés, mais finalement qu'il a gardé Madame Taubira, qui 3 jours après était chez les frondeurs, Nathalie qui conteste par ailleurs la ligne du gouvernement. Quand même, parce que vous dites je serais prêt à voter des mesures qui feraient avancer le pays, ça va exactement dans l'idée d'un élargissement d'une majorité. C'est exactement ça. J'ai déjà voté des mesures qui étaient proposées par ce gouvernement et dont je jugeais qu'elles étaient bonnes. Par exemple, j'ai voté la réforme ferroviaire parce qu'elle s'inscrivait dans la suite des assises du ferroviaire que j'avais lancées moi-même comme ministre en charge des transports. Donc j'hésite pas à le faire quand il y a matière à, mais il y a très peu souvent matière à le faire. C'est ça la réalité, parce qu'ils annoncent des choses qu'ils ne font pas. Alexis Brézet. Vous avez dit que vous n'appelez pas à la dissolution, mais si jamais une dissolution intervient, est-ce que vous pensez que la droite doit exercer les responsabilités du gouvernement, donc cohabiter ? Mais la question ne se posera pas, parce que François Hollande l'a refusé par avance. Il l'a même écrit. Il l'avait écrit dans un livre de 2006, dont j'ai gardé la citation. Un livre d'entretien avec Édouard Plenel. Elle est extrêmement claire. Elle est extrêmement claire, cette citation. D'abord, je reviens à ce qu'on disait sur la crise de régime. Dans cette citation, dans ce livre, il dit qu'il préconise, je le cite, « Je préconise un exercice de vérification démocratique au milieu de la législature ». Ben, ça plaide plutôt en faveur de la dissolution dans son esprit, à ce moment-là. En tout cas, on est bien dans l'idée qu'il doit y avoir un soutien populaire, qu'on doit le rechercher et qu'on doit le vérifier quand on n'en est pas sûr. Et il poursuit. Si d'aventure, je cite toujours François Hollande, à l'occasion de cette vérification, une crise profonde se produisait, ou des élections législatives intervenaient, contredisant l'élection présidentielle, nous en tirerions toutes les conséquences en quittant la présidence.
Le cas de figure que vous proposez d'une dissolution suivie d'une cohabitation ne peut donc pas exister, puisqu'il annonce que dans ce C'est un moyen de ne pas il répondre, vous le démissionnerait. savez. Cette phrase, en ce moment, tous les opposants à François Hollande la citent. Marine Le Pen l'a citée tout à l'heure, mais elle dit bah, si jamais il y a cohabite, si jamais il y a dissolution et qu'on gagne, ben nous, on gouvernera, parce que quand le peuple veut qu'on gouverne, il faut gouverner. Est-ce qu'il faut bien répondre à cette question? Quand la question se pose, moi j'ai jamais fui mes responsabilités, à ce moment-là l'opposition les fuira pas. Mais aujourd'hui la question se pose pas. D'accord. François Vous dites Hollande l'opposition encore. ne fuira pas Mais- la cohabitation s'il le faut. Mais l'opposition répondra à ce moment-là à cette question-là. François Hollande, hier, a dit lui-même que de toute façon, il n'était pas là-dedans. Il a dit lui-même pas de dissolution, pas de démission. Il a répondu à cette question. Pourquoi voudriez-vous qu'on réponde à une question qui ne se pose pas, mais que le principal intérêt, c'est François Fillon, celui il a qui répondu pourrait... tout à l'heure en disant bah, oui, alors que jusqu'ici il était plutôt hostile, il dit oui, bah, s'il faut cohabiter, il faut cohabiter. La question, elle est posée à François Hollande, et François Hollande y a répondu. Donc, Nathalie ça se pose pas. Kosciusko-Morizet, l'un des éléments de la crise politique qu'on évoque depuis le début de cette émission tient à la personne de François Hollande. Est-ce qu'il faut, selon vous, entendre, j'allais dire, prendre au sérieux ce que dit Valérie Trierweiler sur François Hollande, notamment les propos qu'elle lui prête dans son livre qui est paru cette semaine sur les pauvres? Je vais vous dire, moi je ne prise pas particulièrement la littérature Harlequin. Vous l'avez lu? Et Pardon. particulièrement pas quand elle se mélange à la politique. Je ne l'ai pas lu, mais il n'y a pas besoin de le lire, il est dans toute la presse. Enfin, je veux dire, tous les bons passages sont dans la presse, et j'imagine que les journalistes n'ont pas choisi ces passages-là par hasard, donc ça doit être les passages les plus... Voilà, les plus Mais est-ce que ça révèle, selon vous, quelque chose de donc François Hollande? je ne prise pas particulièrement ce mélange-là. Mais dans ce livre, ce qui peut m'intéresser, c'est ce qui fait sens en matière de politique. Et ce qui fait sens en matière de politique, au regard des extraits qu'on en a vus ici ou là, c'est tous les moments où elle pointe en fait la divergence entre la parole publique et la réalité de l'homme. Et en particulier, ces deux passages sur le mépris des pauvres et sur le mépris des femmes. Voilà. Lui Mais vous croyez répond vous croyez que c'est vrai quand elle écrit ça? Et vous savez, il n'a pas dit que c'était faux. Et quand je dis, c'est quand même quelque chose qui fait sens en matière politique, la meilleure preuve, c'est qu'il a pris le temps d'y répondre. Et à un sommet de l'OTAN, en plus, où on aurait attendu une expression parce que la plus... question lui a été Oui. posée dans le cadre de ce sommet, mais il a dit l'engagement au service des plus pauvres est le sens de ma vie politique. Enfin, je cite de mémoire. Ouais, il n'a pas contesté. Mais non pardonnez-moi, plus est-ce les que propos ce qui livre étaient ne révèle rapportés. pas autre chose, au-delà de Mais la attendez, personnalité de je- François Hollande? Au-delà de la personnalité de François Hollande, est-ce que ça ne révèle pas, est-ce que ça ne vous inquiète pas de voir le politique, d'une manière générale, le président de la République, la fonction de président de la République, être abîmé à ce point-là? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'après ce livre, les choses auront totalement changé et le statut du politique, qui est déjà incroyablement écorné dans ce pays, va prendre un coup définitif? Est-ce que ça ne révèle pas ça? Je ne me réjouis pas de voir la fonction politique, enfin la fonction du président de la République abîmée de cette manière-là. Mais il faut replacer aussi les choses dans leur contexte, dans une suite d'événements. Et la suite d'événements est odieuse. Il n'y a pas que ce livre. Moi, je l'avais dit quand il a fait cette déclaration à l'AFP pour renvoyer en quelque sorte Valérie Trierweiler. J'avais dit, ça ne ressemble pas à une lettre de rupture, ça ressemble à une lettre de licenciement. Voilà, donc ça vient pas nulle part. Il faudrait pas retourner les choses, parce que je vois aujourd'hui la façon dont se défendent les proches de François Hollande et les membres du gouvernement en essayant de le victimiser. Bon, faudrait pas se retourner les choses. Moi, j'ai l'impression que dans cette Tentative histoire- d'assassinat médiatique, dans cette on histoire de rappelle, couple, quand même, les propos de il y a Jean-Yves Le une Drian. personne bafouée et c'est elle. Voilà. Question très courte, Nathalie Kosciusko-Morizet. Cette semaine, le secrétaire d'État Thomas Thévenoud, qui avait été fraîchement nommé, a démissionné parce qu'on s'est aperçu tardivement qu'il n'avait pas toujours payé ses impôts. Est-ce qu'il peut redevenir député? Non, mais vous dites ces choses, pardon, d'une façon, il s'est aperçu qu'il avait pas... On s'est aperçu, Oui, oui, non, après mais- sa nomination, non, mais qu'il c'est- n'avait pas toujours payé ses impôts. Que ces choses-là sont élégamment dites. Enfin, cet homme... Non, mais c'est ahurissant, cette histoire-là, quand même. C'est-à-dire que, d'abord, c'est ahurissant qu'il ait accepté d'être nommé ministre, sachant cette situation pour lui-même. J'ai lu dans la presse qu'un ministre aurait dit à François Hollande, vous savez, ce fameux proverbe africain qui peut prendre différentes formulations. Enfin, on ne monte pas au cocotier quand on a un trou dans son pantalon. Il y a des variantes. Il y a des Il y a variantes. des variantes. Chacun l'entendra comme il l'entend. Enfin, toutes les variantes veulent dire la même chose. Il a accepté le poste de ministre, sachant qu'il y aurait enquête, donc qui mettait en quelque sorte en difficulté d'avance ce collectif, et sachant qu'il avait ce problème fiscal. C'est la première chose. Moi, ça m'a quand même choqué. Deuxième chose, c'est que c'est grâce à la haute autorité de transparence de la vie publique, la vie politique, qu'on s'en est rendu compte. Je comprends l'interrogation des Français qui se disent, mais c'est arrivé combien de fois avant
sans qu'on le sache. Et puis en effet, il y a quand même une troisième question, qui est qu'est-ce que va en faire le groupe socialiste? Oui, est-ce qu'il peut rester député, selon vous? Oui, de la même manière que je ne veux pas appeler François Hollande à la dissolution ou à la démission, parce que je trouve que ça relève de son choix. Là, ça relève de son choix. En revanche, Martine Aubry dit, choix Thomas Thévenoud doit démissionner. Bah, écoutez, il y a un choix collectif à faire au niveau du groupe socialiste. Moi, je ne comprendrais pas que le groupe socialiste le reprenne, et je ne comprendrais pas surtout, mais ça va ensemble, qu'il lui confie les missions qu'il lui a confiées par le passé. Parce qu'attention, ce n'était pas n'importe qui, le groupe socialiste. Il était membre de la commission sur Jérôme Cahuzac. Il s'occupait de questions fiscales et de questions de fraude. C'est un expert, oui, ça rappelle justement cette image de Jérôme Cahuzac quand il était ministre, qui parlait à un colloque avec un petit panneau colloque sur la lutte contre la fraude fiscale. Bon, là c'est pareil en fait, c'est un spécialiste qui a pris la main dans le confiture. Je peux dire un mot, attendez, je pourrais rajouter un mot. Dans la défense qui a été celle des socialistes sur ce sujet, il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu abusif, c'est la manière dont ils ont expliqué, ça prouve qu'on est très transparent. La transparence, c'est un outil. C'est un outil pour atteindre la plus grande probité dans le milieu politique. Ce n'est pas un objectif qui suffit à lui-même. Il ne suffit pas d'être transparent. Il faut aussi atteindre à la probité. Donc ça n'épuise pas le sujet. Ce livre de Valérie Trierweiler que vous n'avez pas lu, pour vous révèle de faux tours, de ce qui est dit éventuellement sur les pauvres et une attaque de la femme en tant que telle. Vous avez peut-être vu la une du magazine Valeurs Actuelles sur Najat Vallaud-Belkacem, une photo assez dure avec ce titre « L'ayatollah ». Est-ce que pour vous c'est une atteinte au statut de la femme qui fait de la politique? Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé cette une. J'ai trouvé qu'il y avait du mélange des genres, une ambiguïté. Et j'aime pas qu'on attaque les personnes sur ce qu'elles sont. Je trouve qu'il y a suffisamment d'arguments sur la politique éducative de François Hollande pour ne pas s'engager dans cette direction-là que je juge sévèrement. Un mot peut-être sur les arguments à l'égard de la politique éducative de François Hollande. On parlera probablement d'économie tout à l'heure. Les 60 000 enseignants en plus, c'était un slogan de campagne, un slogan pour séduire un certain électorat, comme les 75% d'impôts. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que toutes les études internationales, qui sont sévères pour les performances édutives de la France, montrent... Il faut arrêter de recruter des enseignants. Vous attendez de Najat Vallaud-Belkacem qu'elle dise les 60 000 postes, on ne le fait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Toutes les études montrent que ce qui est important dans une classe, c'est la qualité des maîtres. Bien entendu, il ne faut pas avoir 50 élèves, mais c'est la qualité du maître qui est première. Vous pouvez avoir un mauvais maître avec 15 élèves, ce ne sera pas une réussite. L'année scolaire sera ratée. Et donc, il faut qu'on s'attache à améliorer le statut des maîtres, à améliorer leur qualité, à leur donner tous les outils qu'il faut pour que la qualité soit au top. Et ce n'est pas tellement une question de nombre d'élèves dans la classe. Je suis comme tous les parents, il y avait la rentrée des classes récemment. Le jour de la rentrée des classes, je regarde le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Parce que le jour de la rentrée des classes, vous ne savez rien de la qualité du maître, et en revanche, vous pouvez le compter le nombre d'élèves, et c'est vrai que ça vous rassure quand ils ne sont pas trop nombreux. Parce que vous vous dites que le vôtre recevra plus d'attention. Donc je comprends cette réaction-là. J'ai la même. Simplement, je dis que toutes les études, tous les experts, tous les travaux montrent que c'est sur la qualité des maîtres qu'il faut mettre à l'accent. Je crois que le gouvernement, là-dessus, va à l'envers de ce qu'il faut faire. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, je voudrais qu'on ouvre un chapitre qui va nous emmener après la pause de 19h sûrement, parce que on va parler de l'UMP. On se dit que vu l'état de l'exécutif qu'on a évoqué depuis le début de cette émission, tout serait normalement assez simple pour l'UMP si votre parti n'était pas lui aussi profondément divisé. Il y a des questions de ligne et puis bien sûr des questions de personnes. Vous avez vu, paraît-il, Nicolas Sarkozy cette semaine. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit il est? Est-ce qu'il est décidé, comme on le lit un peu partout, à revenir et à revenir très bientôt? Écoutez, je ne suis plus la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Oui, mais vous pouvez au moins nous donner quelques indices. J'ai très envie de le recevoir sur ce plateau. Et ce jour-là, vous lui poserez toutes les questions. Moi, je peux vous dire ce que je pense, moi. Et ce que je pense, moi, c'est qu'il est de l'intérêt aujourd'hui de l'opposition. Et l'intérêt de l'opposition aujourd'hui rencontre d'une certaine manière l'intérêt de la France, parce que je crois que la France, dans l'état dans lequel elle est, a besoin d'une opposition forte, d'une opposition qui peut incarner une alternance. Il est de l'intérêt de l'opposition d'avoir une voix forte, d'avoir une incarnation forte. Je crois que cette voix peut et doit être lui. Voilà, je souhaite, moi, qu'il revienne comme candidat à la présidence de l'UMP à l'automne, je l'ai dit.
Et pourquoi est-ce que vous le soutenez, lui, alors qu'une voix forte, on entend beaucoup Alain Juppé en ce moment, qui d'ailleurs, sur le fond, pourrait, compte tenu de vos prises de position passées, notamment sur le Front National, pour être plus proche que vous ne l'êtes de Nicolas Sarkozy? Mais Alain Juppé est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect, mais il n'est pas pas candidat. d'autorité. Mais il n'est pas. Mais si, bien sûr, mais il n'est pas candidat. Il l'a dit à la présidence de l'UMP. Il souhaite pas cette échéance. Il a dit qu'il n'était pas sur cette échéance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on a besoin. Si je peux prendre une. Mais pourquoi vous le soutenez, si Nicolas je peux prendre Sarkozy, une image, sur attendez, le fond, si je peux prendre j'entends. une image. Quand on est à la guerre, on a besoin d'un général. Voilà. Je pense que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, peut être cette incarnation forte de l'opposition dont on a besoin. Et je vois que certains, ici ou là, disent, mais c'est pas forcément dans son intérêt. J'entends très bien ce discours-là. Moi, je dis pas ça dans son intérêt, je dis ça dans l'intérêt de l'opposition. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui de cette incarnation. C'est juste un chèque en blanc, un souhait, parce qu'en fait, on peut vous poser la question différemment. Soutenir Nicolas Sarkozy pour... sur quelle ligne? Parce qu'il est Nicolas Sarkozy. Parce qu'il est Nicolas Sarkozy, ça suffit en tant que tel. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy est un homme qui est capable de faire synthèse. Et il l'a prouvé par le passé. On a dit de lui qu'il était aussi capable de diviser assez profondément les Français. Et quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui... C'est une personnalité clivante, mais vous savez bien que les personnalités fortes, elles sont souvent clivantes. Le consensus, vous voyez, à la François Hollande, vous trouvez qu'on a essayé... Et vous inscrivez Alain Juppé dans ce type de consensus? Parce que j'ai pensé que vous alliez dire ce consensus à Alain Juppé, non? Non. Soyons clairs. C'est pas un homme de consensus. Mais attendez, Alain Juppé plus que Nicolas Sarkozy. Je souhaite pour aujourd'hui une incarnation forte pour l'opposition. Je souhaite aussi qu'il soit gravé dans le marbre et qu'il soit dit très clairement qu'il y aura une primaire en 2016. Et à ce moment-là, tous les Français qui souhaitent l'alternance choisiront leur candidat pour la porter. Je m'arrête 2 minutes là-dessus. J'entends que certains disent il faut une primaire de la droite, une primaire ouverte à la droite et du centre. Moi, je veux plus large. Je veux des primaires de l'alternance. Je veux que tous ceux qui en ont assez de François Hollande en 2016 puissent venir se mobiliser et choisir leur candidat. D'après ce que vous savez, Nicolas Sarkozy est prêt à ces primaires-là? Je pense qu'il Il a été un temps réticent? Il n'est pas historiquement le premier supporter des primaires, mais je crois qu'aujourd'hui il s'y résoudrait. Enfin, c'est pas moi qui... Je ne veux pas rentrer dans ce rôle qui fut le mien de porte-parole de Nicolas Sarkozy. Mais alors, donc vous êtes moi, je vous parle pour vous êtes pour des primaires. Moi, je suis pour des primaires, très clairement. Là, vous nous parlez de je me suis battue pour qu'il y ait des primaires à Paris. D'accord. Mais tout le monde sait que si Nicolas Sarkozy et je suis pour la primaire. Et je trouve que ma famille politique avait eu tort de critiquer aussi durement la primaire socialiste à l'époque où elle s'était faite, parce que c'est pas pour le candidat qu'elle a finalement choisi. François Hollande, vous avez bien compris que c'était pas le mien, mais je trouve que le processus de la primaire ouverte, c'est quelque chose de moderne, quelque chose qui permet de mobiliser largement les électeurs, de les associer, alors qu'on déplore tous tellement cette distance de plus en plus grande Nathalie entre le politique et les électeurs. Vous n'êtes pas la porte-parole de Nicolas Sarkozy, une question qui vous concerne, puisqu'on avait pu comprendre que vous aviez des intentions éventuellement pour 2017. Si vous soutenez Nicolas Sarkozy, compte tenu des intentions aussi qu'on lui prête, est-ce que ça signifie que vous avez décidé de ne pas être candidate à la primaire? Mais non, pas forcément. Je vous dis qu'aujourd'hui, l'opposition a besoin de Nicolas Sarkozy. En 2016, il y aura une primaire. Et à ce moment-là, les candidats se présenteront. Oui, mais tout le monde sait que si Nicolas Sarkozy va à l'UMP, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de prendre la présidence de l'UMP, c'est pour aller à la présidentielle via peut-être la primaire. Mais je ne vous parle pas pour lui, je ne vous parle pas entre guillemets dans son intérêt. Je parle dans l'intérêt de l'opposition. Aujourd'hui, il est important que Nicolas Sarkozy soit candidat. Mais ça veut pas dire forcément que vous le soutiendrez à la présidentielle. Je vais aller au bout de votre question. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy peut être cet homme de synthèse dont la France a besoin. Voilà. Pour la présidentielle, là, pour le coup. Pour la présidentielle, pour toutes les occasions. Je crois qu'il peut l'être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question qui est posée. On verra bien quelle ligne se développe. On verra bien quels sont les candidats en présence pour la primaire. On a cette maladie de sauter perpétuellement à l'échéance suivante. On commence à voir. Mais bon, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle dans quelques instants, parce que ça va être l'heure des informations. On va continuer de parler de l'UMP, de Nicolas Sarkozy, de vous aussi, juste après les infos. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, présidente du groupe UMP au Conseil de Paris. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On évoquait avec vous, juste avant la pause, le retour de Nicolas Sarkozy. Alors il y a un risque avec ce retour, c'est évidemment celui de la guerre des chefs. Je voudrais vous faire écouter quelque chose, c'est un extrait de l'interview d'Alain Juppé par Jean-Michel Apathy, c'était mercredi sur RTL. Nicolas Sarkozy dit en privé que vous n'aurez pas le courage de l'affronter. Écoutez, c'est son avis. Il a tort. Et chiche. Voilà, c'est reparti pour le combat des chefs. Mais non. Vous voyez bien d'ailleurs, c'est pas la même ambiance. C'est de la... Un affrontement entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, il est envisageable aujourd'hui ? Bien sûr, et ce serait très intéressant. Et je pense que ça intéresserait beaucoup les Français. Ce serait l'occasion d'avoir des débats de fond. C'est ça la primaire. Encore une fois, moi, je suis profondément favorable à la primaire, mais je souhaite que ce soit un débat de qualité, un débat avec une vraie choix, très mobilisateur pour les Français, l'occasion de trancher des options de fond. Je pense que la vie démocratique, elle est là. Ce serait une très belle occasion, ce serait bien pour la France. Votre parti, l'UMP, est en état pour mener un débat serein entre deux hommes comme Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ? Aujourd'hui, l'UMP a beaucoup souffert de la période passée. Elle a souffert dans son unité parce que la bataille entre François Fillon et Jean-François Copé, il y a 2 ans, a laissé des traces. Mais c'est pour ça, on se dit qu'elle ne survivrait pas à une nouvelle bataille. On se dit qu'elle ne survivrait pas à une nouvelle bataille. Ben, je pense que l'automne doit être l'occasion de la refonder. C'est pour ça que moi je fais bien la différence entre l'élection pour la présidence de l'UMP. Je souhaite qu'il y ait vraiment je souhaite qu'il y ait un chef, je le dis. Je souhaite qu'il y ait une transformation profonde de l'UMP. Mais vous connaissez Nicolas Sarkozy, s'il revient à la tête de l'UMP, ce n'est pas pour en faire un instrument au service d'Alain Juppé. Bon, écoutez, moi je souhaite une transformation profonde de l'UMP pour que ce soit un instrument au service de nos candidats qui sur le terrain gagnent des élections. On dit toujours ça veut dire quoi changer l'UMP ? Alors, arrêtons-nous un petit peu sur le sujet. Moi, j'avais porté des propositions en 2012. Elles ont été reprises par les uns ou les autres, mais elles n'ont pas été mises en œuvre. Elles ont été reprises seulement dans le discours. Donc, j'aimerais bien qu'elles soient mises en œuvre. Je suis pour une décentralisation vigoureuse, une décentralisation politique et financière du parti. Aujourd'hui, toutes les investitures, beaucoup d'investitures en tout cas, l'essentiel sont données à Paris, les choix de personnes y sont faits. Et financièrement, c'est très largement centralisé à Paris. Donc, on étouffe les fédérations, alors que c'est sur le terrain qu'on gagne les élections. Les dernières élections municipales, il y a eu plein de jeunes maires, il y en a certains sur ce plateau, qui se sont levés à travers la France. C'est à eux qu'il faut donner des moyens. Voilà, les moyens dans les fédérations, les moyens sur le terrain, plutôt que dans des contrats de prestation de communication à Paris. Et ça s'incarne dans des choses qui peuvent passer pour symbolique, mais les symboles sont forts en politique, qui sont le changement du nom du parti, et si c'est possible, avant de changement du nom, alors changement du nom, ça devrait s'appeler comment ? Oh bah ça c'est pas à moi de le dire, c'est quelque chose qu'il faut débattre les uns avec les autres. Mais vous comprenez, UMP, c'est un mot, c'est Union pour un mouvement populaire, ça a été choisi en fait pour s'accrocher aux mêmes lettres que Union pour une majorité présidentielle. Voilà, les mots ont un sens. Moi je pense qu'il faut refonder une nouvelle partie, avoir un nouveau départ. Ce que vous pensez, c'est que le sigle UMP a été trop sali par les affaires, par Big Malion, tout ça. Vous parliez de contrats de communication, c'est à ça que bien sûr, ça en fait partie. Et donc, un nouveau nom. Et encore une fois, les mots ont du sens. Moi, par exemple, moi, je viens du parti gaulliste. J'étais très attachée à des mots comme Rassemblement, République. Je vous dis pas qu'il faut refaire le RPR. Si vous faites Rassemblement pour la République. Mais non, voilà, je trouve que les mots ont un sens. Et qu'il faut trouver les mots d'aujourd'hui. Et je m'arrête juste un mot sur le siège. Le siège, en fait, c'est l'incarnation de cette espèce de mouvement très très centralisé dont moi je veux plus. Je veux un mouvement décentralisé. On a l'impression d'une grosse administration. Vendre le siège, ça permettrait de payer les dettes au passage. Ça pose des problèmes financiers. Je comprends les problèmes financiers, mais je trouve que c'est vrai que ça pose un problème. Tous ces moyens financiers qui sont centralisés à Paris, alors que tous les politiques, à droite comme à gauche, passent leur temps à dire que la vie c'est sur le terrain, c'est sûr. Bah oui, mais il y a un moment où il faut un peu faire ce qu'on dit. Et donc voilà, décentralisons la vie politique. Ça sont des chantiers pour un peu plus tard. Ah non, c'est des chantiers pour tout de suite. C'est des suggestions que vous faites à Nicolas Sarkozy, ça. Oui. Très bien. Moi, j'aimerais juste revenir sur la bataille pour la présidence de l'UMP. Il y a Hervé Mariton et puis il y a Bruno Le Maire. Tous les deux sont en campagne. Est-ce que, quand on parle de combat des chefs, Bruno Le Maire ne risque pas de devenir une sorte de thermomètre de la guerre des chefs indirectement? Je m'explique. Si Nicolas Sarkozy se présente, Bruno Le Maire ne va-t-il pas faire un score honorable, ne serait-ce que parce que les autres chefs, François Fillon,
Alain Juppé et leurs troupes voteraient peut-être plus pour Bruno Le Maire que pour Nicolas Sarkozy. Oh, c'est possible, mais dans ce cas-là, C'est d'ailleurs, possible, qu'ils le disent. Enfin, chacun peut se prononcer pour qui il veut dans ce débat-là. Vous souhaitez que François Fillon et Alain Juppé donnent leur souhait, leur soutien? Écoutez, Parce que jusqu'à présent, ils sont abrités derrière le fait qu'ils étaient membres de la direction provisoire. Franchement, vous voyez, c'est un choix qui concerne chacun. Moi, le mien, il est clair. Voilà, je pense qu'il faut que Nicolas Sarkozy... J'aime pas tellement le mot retour, d'ailleurs. Je voudrais plutôt que ce soit vécu comme un nouveau départ. Il y a un mot à propos de Nicolas Sarkozy, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'affaire Big Malion. L'enquête porte sur la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il ne fait pas courir un risque à la droite en s'engageant à nouveau, puisqu'il est au moins indirectement exposé médiatiquement dans cette affaire? Bien sûr, on peut raisonner comme ça. Moi, je ne crois pas qu'il soit pour rien dans cette affaire. Je crois qu'il est plutôt victime de cette affaire. Donc, vous croyez qu'il est pour rien? Vous croyez qu'il est pour rien dans cette affaire? Parce que vous avez dit l'inverse. Si. Ouais, non, vous avez dit l'inverse. Vous avez dit, je ne crois pas qu'il soit pour rien. Bref. Alors, non, je serais clair parce que c'est un sujet important. Je dis, on peut raisonner comme vous le faites, mais moi, je crois qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Et Nicolas Sarkozy, je crois qu'il est victime du coup de cette affaire. Il est victime en termes d'image. Candidat, pouvait-il ignorer les dépassements de son compte de campagne? Mais je vous retourne la question. Je le crois, oui. Et je vous retourne la question. Est-ce que vous trouvez raisonnable d'imaginer des meetings dans des gymnases facturés genre 200 000 euros, 300 000 euros? Moi, quand je vois, aujourd'hui, c'est sorti dans la presse, les montants auxquels on a prétendu facturer certains meetings, je trouve ça fou. J'ai fait campagne. J'ai fait campagne avec beaucoup de ceux qui sont présents sur ce plateau ce soir et que je remercie, qui sont aujourd'hui maires d'arrondissement, conseillers de Paris, élus. Et vous étiez au courant de vos comptes de campagne? Le plus grand meeting qu'on ait fait à Paris, c'était le meeting du Cirque d'hiver. 2500 personnes assises. Un meeting franchement magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé beau. Ça a coûté... On a fait attention. Non, mais ça a coûté en tout 80 000 euros. Ouais. Et on voit... Oui, mais le Trocadéro et la Concorde, c'était quand même autre chose. Vous voyez dans les comptes des meetings qui ont eu lieu dans des gymnases... qui prétendent avoir été facturés 250 000 ou 300 000 euros. Ça veut dire qu'il s'est mal entouré? Non, ça veut dire qu'il s'est mal entouré? Non, je crois que vous voulez dire que cet argent n'a pas servi vraiment à financer la campagne. J'ai pu avoir des réticences parfois sur l'entourage. C'est un problème, ça, pour un responsable politique de ne pas savoir s'entourer. Écoutez, on ne réussit pas tout. Hein. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, cet argent n'a sans doute pas servi à financer vraiment les meetings, qu'il est allé ailleurs. Ah ben quand je vois un meeting dans un gymnase facturé 300 000 euros, je trouve que c'est bizarre, ouais. Oui, donc vous dites que ça n'a pas servi à la campagne, c'est allé dans la poche. Je vous dis, un meeting, j'en ai organisé, ça coûte pas ce prix-là, c'est tout. Nathalie Kosciusko, ailleurs. Bah forcément, il est bien quelque part. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy est le mieux à même d'affronter le risque Marine Le Pen, puisqu'un sondage publié ce week-end par Le Figaro montrait qu'elle était en mesure, dans tous les cas de figure, d'arriver première du premier tour d'une présidentielle si elle avait lieu dimanche prochain? Oui, mais c'est plus que ça. Moi, je ne me résous pas à ce que les Français puissent possiblement un jour avoir le choix entre Marine Le Pen et François Hollande. Comme d'ailleurs, je ne me résous pas, je vous le disais, à la situation du pays en ce moment. Je ne me résous pas à ce que le débat politique ce soit entre Valls et Montebourg. Cette situation est possible que les Français aient le choix entre François Hollande et Marine Le Pen? Franchement, ce n'est pas le plus probable quand on regarde le cas de figure. Mais il faut absolument l'éviter. Et donc, moi, quand je vois ces sondages, je me dis, voilà, on a 2 ans à mettre toutes nos forces, à faire en sorte que toutes ces configurations, dont certaines paraissent peu probables, je suis d'accord, mais que toutes ces configurations qui sont autant de désastres ne puissent pas se réaliser. Et comment vous faites pour enrayer la progression de Marine Le Pen? Alain Juppé vient de dire qu'il faut l'attaquer et attaquer ses propositions beaucoup plus fermement. Il y a d'autres gens à droite, et ça a souvent été la thèse des sarkozystes, qui est de dire ne parlons pas d'elle et apportons nos propres propositions qui parleront à l'électorat populaire. Moi, vous êtes où? Il faut attaquer les propositions de Marine Le Pen? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait monter le Front National, c'est quand même la grande désespérance dans laquelle on est. C'est la situation dans laquelle François Hollande a mis le pays, et c'est, dans certains cas, le jeu pervers, en tout cas cynique, qui joue avec le Front National. Et donc, moi, mon premier ennemi concurrent, enfin bon, en tout cas, mes attaques iront en direction de la gauche et de François Hollande.
Je veux Est-ce qu'il faut absolument. attaquer Attendez, plus fermement les propositions de Marine Le Pen? Je veux absolument éviter ce qui s'est passé en 2012, qui est finalement une Marine Le Pen qui contribue à faire gagner François Hollande. Parce que c'était ça qui s'est passé. Il a manqué 1,5% de voix, il y avait 1,5% de vote blanc, et Marine Le Pen avait appelé à voter blanc. Ils ont une forme de complicité. Et je ne voudrais pas que la complicité, encore pire, se passe dans l'autre sens. Du candidat Nicolas Sarkozy. Oui. Avec le recul maintenant, comment est-ce que vous analysez cette fin de campagne? Est-ce que la droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy n'a pas légitimé les thèses du Front National et donné du poids au Front National? Je ne crois pas ça. Regardez, aujourd'hui, le Front National est très très haut. Il n'a jamais été aussi haut. Et la gauche est au pouvoir. Et François Hollande est au pouvoir. Mais la question, c'était est-ce que les mots qui ont été employés par Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux-tours, chez vous d'ailleurs, c'était Alain Jumeau, quand il dit que le Front National est compatible avec la République, est-ce que ça ne contribue pas à la banalisation du Front National? J'ai compris la question, et ce n'est pas les moments que j'ai préférés dans la campagne. Mais vous le lui avez dit, ça? Oh, ça, il le sait, oui. Mais ceci dit, la question d'Éric Revel, c'est est-ce que finalement la montée du Front National vient de là, ou l'accélération de la montée, si vous préférez. Écoutez, l'accélération de la montée, elle s'est faite ces 2 dernières années dans une période dans laquelle c'était la gauche qui était au pouvoir, et c'est d'abord l'échec de la gauche, la désespérance, qui conduit, d'ailleurs, je veux dire, vous les entendez comme moi, les Français qui sont tentés de voter Front National, qui les conduit à se dire, on a tout essayé, c'est le seul truc qu'on n'a pas essayé. Voilà. Et moi, je vous dis, mon combat principal des 2 ans, c'est de faire en sorte que les Français ne soient pas réduits à cette alternative entre 2 désastres. Alors là, franchement, il y a justement une question qui se repose au sujet de Nicolas Sarkozy, parce qu'ils ont essayé Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, de mieux, de différent que ce qu'il a déjà fait? Ça va pas être facile de leur expliquer ça aux Français. Oui, enfin, ils ont vu la différence, justement. Et ils peuvent se dire que... tout ce que leur avait promis François Hollande, les fameux « moi président, je », Mais tout ce qui a promis Nicolas Sarkozy a été également réalisé pendant son mandat. Vous pensez qu'aucun des Français qui avaient voté pour lui n'a été déçu? Bien sûr qu'il y a eu de la déception. Je vous dis le fond de ma pensée sur ce sujet. Il y a eu de la déception. Il y a eu de la déception parce qu'on est arrivé en 2007 au pouvoir dans un contexte de croissance, dans un contexte qui était... Vous vous souvenez de la campagne de 2007, il y avait beaucoup d'espérance, mais c'était aussi l'état d'esprit du pays à ce moment-là. Il y avait vraiment une... Voilà, on allait de l'avant. Et on a été frappé par la crise de 2008, et donc ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est une situation économique un certain nombre de mesures à laquelle François Hollande est obligé de faire face. Eh bien non. Une crise économique qui dure et qui s'accélère, vous le savez. C'était une crise financière en 2007, c'est devenu une crise économique. Ma lecture de l'histoire, on peut en avoir une différente, c'est que Nicolas Sarkozy a tâché au mieux de protéger les Français dans la crise de 2008, et il l'a fait. La plus grosse crise qu'il y avait eu depuis 1929. Vous vous souvenez de la crise de l'euro? On se demandait s'il y aurait encore des billets dans les distributeurs le lendemain. Et il a pris les mesures d'urgence qu'il fallait prendre à ce moment-là. Ça suffira depuis 2 ans, pour que les Français lui disent c'est bon, on lui donne une nouvelle chance. Vous avez des pays qui vont beaucoup mieux. Et la France, elle, en revanche, et ça c'est le résultat de la politique de François Hollande, la France, elle, s'enfonce. Donc c'est pas exactement la même chose et la même situation. Maintenant, est-ce que ça suffira? Non. Je vous dis, quand vous m'avez parlé de retour tout à l'heure, je vous disais, je préférerais un nouveau départ. Oui. Moi, je crois qu'il nous faut une rupture sur la manière de faire. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus fort, il faut aller beaucoup plus vite, il faut aller beaucoup plus radical d'une certaine manière. Je pense que, vous vous souvenez, au début du mandat de Nicolas Sarkozy, on avait toutes ces critiques de gens qui disaient « Oh là, ça va trop vite, ça va trop fort, la France c'est un vieux pays, il faut faire les choses doucement ». Et on était presque tentés de les écouter. On se disait « Bah oui, en fait, on aurait eu tort, et on a eu tort d'une certaine manière de les écouter. Je ne sais pas si on les a vraiment écoutés. En tout cas, on aurait dû avoir un rythme encore plus rapide. Voilà, il faut changer les choses très vite. Concrètement, justement, c'est très intéressant parce que c'est la question de la ligne politique sur laquelle ce retour au nouveau départ peut se faire. On sent qu'il y a Alain Juppé qui est un peu sur la ligne que vous venez de dire, apaisement, rassemblement, n'allons pas trop vite. On sent qu'il y a François Fillon sur la ligne économique qui est dans la rupture, Thatcher, la fin des 35 heures, la fin de l'ISF. Selon vous, où est-ce que doit se placer Nicolas Sarkozy? Sur la même ligne que Fillon, plus à droite, entre les deux? C'est ça qui est, pour la matière économique. Bon, moi, je pense que
les clivages classiques, les critères de jugement classiques sont en train de voler complètement en éclats. Par exemple, la question de savoir si on est libéral ou social en France, elle est largement derrière nous. Personne ne réclame des nouvelles prestations, y compris des gens qui se déclarent très sociaux. Mais la question de savoir s'il faut supprimer les 35 heures ou pas, celle-là, elle est très concrète. Oui, elle est très concrète, mais le sujet aujourd'hui, c'est beaucoup la méthode et la capacité à agir. En fait, pour moi, c'est la question principale qui est là. Vous avez cité François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy comme s'il y avait des divergences profondes en matière économique entre eux. Je suis pas sûr que ce soit ça. On sent bien que sur 35 heures, ISF, seuils sociaux, Juppé n'est pas sur la ligne Fillon, c'est clair. On parlait tout à l'heure des seuils sociaux. Moi, je suis clairement pour un assouplissement en matière de seuils sociaux. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont pour un assouplissement en matière de seuils sociaux. La question, c'est qui aura l'autorité de le faire. Voilà. Moi, je souhaite qu'on mette en place un pouvoir fort qui ait l'autorité de le faire. Les 35 heures qui est un marqueur, vous ne m'avez pas répondu. Les 35 heures, moi, je suis pour une négociation par branche. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse ne pas avoir de durée des communes du travail, enfin ne pas avoir de cadre de référence, mais que c'est quelque chose qui peut être fait par branche. Si vous voulez qu'on s'arrête un peu sur la politique économique, on était en train de le faire. On y arrivait. Parce que je sentais que vous avez. Non, mais... Alors, je crois qu'il faut reconstruire nos propositions, nous à droite, et c'est pas complètement fait. Hein. C'est pour ça, vous voyez, vous posez des questions pour demain. Il faut qu'on construise ensemble à droite les réponses. Je crois qu'on doit reconstruire les choses autour de principes simples et très lisibles pour les Français. Je pense que les Français en ont assez, et plus encore après la période qui vient de s'écouler, de ces 2 pas en avant, 1 pas en arrière, on ne sait pas trop quelle est la ligne, etc. Moi, je pense par exemple qu'on doit dire clairement que le positionnement de l'État, c'est le positionnement d'un État stratège. Ce qui n'est pas en France. En fait, en France, on a un État qui ne s'occupe de rien quand il est temps et s'occupe de tout quand il est plus temps. Genre, concrètement, les chefs on revient à 1 sur 2 etc. fonctionnaires non remplacés ou encore moins? Concrètement, on donne la priorité à des fonctions d'anticipation de l'État. Par exemple, moi je trouve qu'on devrait explorer la possibilité, je sais que c'est compliqué avec Bruxelles, mais je pense que ce serait intéressant de mettre énormément de moyens dans les jeunes entreprises du numérique et par exemple de créer des zones franches dans les métropoles, dans toutes les métropoles. Et ce serait en plus un puissant moteur en faveur de la métropolisation. Pour moi, c'est ça un État stratège. C'est un État qui choisit les secteurs dans lesquels on met les moyens et qui, dans cette situation de guerre économique dans laquelle on est et de guerre contre le chômage, met clairement tous les moyens sur les entreprises qui créent de l'emploi. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on choisit de ne pas faire. Là aussi, je vous prends des exemples concrets. La suppression du jour de carence pour les fonctionnaires, qui était pourtant une mesure de justice qu'on avait prise dans le précédent quinquennat. Ils ont supprimé le jour de carence pour les fonctionnaires. C'est une erreur. Voilà, c'est quelque chose, ça n'est pas juste, c'est quelque chose, ça n'est pas bien. Ça coûte, semble-t-il, de l'ordre de 250 millions d'euros. En attendant de mettre en place un État stratège et de relancer la bonne vieille politique industrielle du général de Gaulle, finalement. C'est ça, la politique industrielle. C'est avoir une politique industrielle pour la France. Je ne crois pas que la France puisse devenir leader dans l'industrie du t-shirt. J'ai une question à vous poser, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il faut lancer la construction et le logement. Aujourd'hui, vous avez parlé de Bruxelles et des difficultés que Bruxelles oppose à la France en matière de réduction de déficit. Et on a l'impression, et tout ça est passé un peu inaperçu quand même, que la petite musique voulue par François Hollande, relayée par Matteo Renzi en Italie, d'une relance économique est en train de voir le jour en France. Vous avez sans doute vu les déclarations de Mario Draghi. Enfin, pour un président de Banque centrale européenne, c'est absolument hallucinant. C'est la première fois qu'un président de Banque centrale dit « Bon, l'austérité, c'est important, mais maintenant, il faut relancer économiquement ce continent. » Est-ce que, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas porter au crédit de François Hollande d'avoir installer cette petite idée, de l'avoir relayée avec Matteo Renzi et de voir peut-être que la France va en bénéficier. On parle de 300 milliards d'investissements. Vous avez vu tout ce qu'il a dit, Matteo Renzi, parce qu'il faut aller à la fin de la citation. Non, mais il a dit... Il faut continuer. Ah oui, pardon, Draghi a dit précisément, enfin, j'ai pas la citation sous la main, mais chacun la retrouvera. Draghi a dit précisément, on peut faire plein de choses au niveau européen, mais enfin la première responsabilité dans les États dans lesquels ça va mal, et je parierais qui pensait à la France à ce moment-là notamment, c'est les réformes de structure. Oui, mais et c'est vrai. Dans les discours des banquiers centraux, ce qu'a dit M. Draghi est
très important. C'est-à-dire que l'Europe a pris conscience du fait qu'il fallait sans doute faire de la relance économique. Mais bien sûr, il y a une évolution et on prend les mesures nécessaires. Madame Lagarde, le FMI, il y a une chose. On baisse les taux, on fait du quantitative easing, on prend les mesures nécessaires pour que l'euro baisse. Mais par exemple, prenons cette mesure-là, que l'euro baisse. C'est bien que l'euro soit à un niveau raisonnable par rapport au dollar. C'est bon pour nos exportations. Ouais, pour ça, il faut avoir quelque chose à exporter. Et donc, on revient sur nos problèmes structurels. On revient sur notre politique industrielle que vous raillez tout à l'heure. Alexis Brézet. Sur les économies, le gouvernement s'était engagé à faire 21 milliards, vient de dire on n'y arrivera pas, en tout cas pas tout de suite. L'opposition doit s'engager sur quoi? Sur quel est l'objectif d'économie budgétaire qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut aller plus loin, mais aujourd'hui... Mais on fait comment? Attendez, aujourd'hui, d'abord, comme vous le soulignez, les 50 milliards, pour le moment, c'est du vent. Oui. Parce que ça devait être 21 milliards l'an prochain. Finalement, ils commencent à nous dire ce sera 19. Il y a aussi quelque chose qui est passé un peu inaperçu, c'est que la présentation du budget a été repoussée. Alors on nous a dit que c'était parce que Hollande ne serait pas là, mais enfin, ce qui se dit dans les couloirs, c'est qu'en fait, parce que le budget n'est pas bouclé. Donc, on est dans une situation dans laquelle ces 50 milliards sur lesquels ils ont lourdement communiqué, en fait, on n'en voit pas la couleur. Vous pensez qu'ils ne les feront pas ? Ah oui, je pense qu'ils ne les feront pas. Mais là où je dis qu'il faut aller plus loin, je pense qu'il faut qu'on raisonne en termes d'économie, de baisse des dépenses de l'État pour pouvoir baisser les impôts et pas seulement de baisse des déficits. Bon, les déficits, c'est une chose, mais ce qui permet, malgré tout, in fine, de résorber le déficit, en tout cas de résorber la dette, c'est la croissance. C'est comme ça, tous les États qui sont sortis de cette situation-là sont passés par de la croissance. Vous parlez comme un certain nombre de socialistes. Qui disent l'important c'est pas de réduire le déficit. C'est que je vais dire. Non, je dis pas que c'est pas important de pas réduire le déficit, moi. Et puis le problème c'est que c'est pas du tout ce qu'ils font. Eux en fait ils alourdissent les impôts pour courir après une dette qui va toujours galopant. Moi je dis il faut réduire les dépenses de l'État. On a aujourd'hui des dépenses publiques qui pèsent pour 57% dans le PIB. 57% dans le PIB, c'est pas seulement un problème de déficit. Derrière, il y a un choix, il y a des choix de société. Je crois qu'on allait beaucoup trop loin dans cette direction-là. 57% du PIB, c'est trop. Un mot d'une mesure qui concerne directement Paris, dont on rappelle que vous êtes à la ville, à la patronne de l'opposition municipale. Cette semaine, la semaine dernière, Manuel Valls a annoncé le renoncement d'une des dispositions phares de la loi Allure, c'est-à-dire l'encadrement des loyers, sauf pour Paris. Comme patronne de l'opposition municipale, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle ? Je le regrette. C'est-à-dire que je pense que derrière cette idée de l'encadrement des loyers, il y a une erreur. Voilà, je pense que l'encadrement des loyers, c'était une erreur. Et donc, je ne me satisfais pas que cette erreur soit poursuivie à Paris et seulement à Paris. Pourquoi il y a une erreur ? Oui, il y a un problème de niveau des loyers. Les loyers sont très chers et les loyers pèsent très lourdement dans le pouvoir d'achat. Donc, il y a un problème de niveau des loyers. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a un problème de niveau des loyers à cause de l'avidité des propriétaires ou à cause de la pénurie de logements, qui est les propriétaires qui essayent de tirer le maximum de leurs biens, c'est logique, mais ils peuvent le faire parce qu'il y a pénurie de logements. Or, en encadrant les loyers, on n'incite pas les investisseurs à venir. Ça, c'est déjà fait d'encadrer les loyers. C'était la loi de 1948 sur l'encadrement des loyers. Bon, 6 ans après, en 1954, il y avait l'appel de l'abbé Pierre à cause du logement indigne. Parce qu'il y a eu retrait, en quelque sorte, des investisseurs. Voilà, les gens ne sont pas incités à venir faire de l'achat locatif quand il y a l'encadrement des loyers. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est relancer le logement. Et j'ajoute une chose, c'est que choisir de maintenir l'encadrement des loyers, donc je pense qu'il est une mauvaise mesure. Une mesure, en fait, qui n'atteindra pas son objectif seulement sur Paris et donc coupée, encore une fois, par une nouvelle mesure, Paris de sa petite couronne. C'est rester dans une logique qui est beaucoup celle des socialistes, qui est une logique d'affrontement entre Paris et sa banlieue. D'un mot, puisqu'on n'aura pas le temps justement d'évoquer le Grand Paris, mais j'avais une question très politique. Juste un mot là-dessus, je finis. C'est pas une bonne logique, parce que Paris n'est pas en concurrence avec sa banlieue. Il faut que Paris soit ensemble avec sa banlieue, en concurrence avec les métropoles du monde. Il y a eu un travail très intéressant de la Chambre de commerce et d'industrie qui disait, aujourd'hui on est 3e, Paris-Île-de-France. On est 3e en termes économiques, 572 milliards. C'est pas mal. À la présidence du Grand Paris. J'allais vous poser la question, est-ce que vous parlez comme une candidate à la présidence du Grand Paris ? Vous serez candidate à la présidence du Grand Paris ? Écoutez, je travaille
travaille beaucoup sur ces sujets, avec un certain nombre de conseillers de Paris qui se mobilisent comme moi Donc pour oui, que ce là, soit ce que vous êtes en train de dire, intéressant. c'est oui. Non, justement, je suis en train de vous dire que je ne peux pas vous répondre parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quel va être le périmètre et on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les compétences. Et je ne me porte pas candidate par principe à tout sans avoir exactement de quoi il s'agit. Bon, on vous réinvitera le cas échéant si vous êtes, si vous sera êtes avec candidate. Merci d'avoir été Merci invitée à de ce vous. grand Merci jury, à Nathalie tous. Kosciusko-Morizet. Dans un instant, RTL en direct de l'équipe avec Ludovic Van de Kerkhove. On va se retrouver, nous, dans quelques minutes sur LCI, RTL.fr et lefigaro.fr pour le grand jury, le débrief. Très bonne soirée, très bonne semaine.